Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de reportage. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de désert et de route. Alors je m'explique. Le désert qu'on va visiter aujourd'hui, c'est la région de Nitzana. C'est une région absolument magnifique comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc on va essayer déjà dans un premier temps de découvrir les aspects extrêmement jolis, extrêmement beaux de cette région. Et puis le deuxième aspect que je voudrais aborder, comme je l'ai dit, c'est de parler des routes. Parce que Nitzana, depuis l'aube des temps, est un passage routier, si je peux dire, extrêmement important d'un pays à l'autre, d'Égypte vers la Mésopotamie, en traversant évidemment le pays d'Israël. Et or, ceci a des conséquences, a eu des conséquences dans le passé, a aussi des conséquences aujourd'hui et aura évidemment des conséquences dans l'avenir selon ce que nous en disent un certain nombre de prophéties. Aujourd'hui on commence cette vidéo dans l'endroit qu'on appelle Chamouké Nitzana, ça veut dire les formes de Nitzana, on va dire en hébreu, parce que c'est un lieu qui est constitué de dunes de craie. Donc c'est un paysage qui est recouvert d'une espèce de marne graiseuse et qui est lessivé avec les intempéries et qui laisse ensuite apparaître la craie à l'état pur. Alors on va commencer déjà à visiter ce lieu. Alors en fait on est juste à côté de la frontière, mais c'est pas grave, il n'y a rien qui nous empêche de venir ici, bien au contraire. Alors attention, c'est glissant. Alors vous voyez que on a vraiment, c'est de la craie, et d'ailleurs j'imagine que d'ici quelques dizaines d'années, ces massifs auront complètement disparu parce que c'est une roche extrêmement tendre, bien sûr. Alors toute cette région est extrêmement isolée, extrêmement sauvage. On est à 80 km de la ville la plus proche, enfin la grande ville la plus proche qui est Beersheba. Et ce qui fait que malgré la présence des 5 villages, le Pitrat Nitzana est certainement l'une des régions les plus isolées de tout le pays d'Israël. Alors regardez-moi ça, admirez avec moi, c'est magnifique. Alors c'est tout pour Chamouké Nitzana. Alors c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures, c'est parfois ce qui m'arrive, mais on a beaucoup de choses à voir, donc en route.
Alors notre deuxième étape nous amène maintenant à considérer un petit peu d'histoire, l'histoire de la région. Nous sommes ici dans une église, la grande église de la ville nabatéenne de Nitsana. Alors qu'est-ce que sont les Nabatéens? Alors c'est un peuple qui va s'installer dans la région du désert à partir du moment où la tribu de Juda est emmenée en captivité par les Babyloniens. C'est un peuple nomade, d'Arabes visiblement, qui va commencer son activité en faisant commerce des épices et en organisant des caravanes depuis l'extrême sud de la péninsule arabique jusqu'à Petra et ensuite de Petra jusqu'à Gaza. À partir du moment où les Romains au 1er siècle établissent des voies concurrentes maritimes, eh bien les Nabatéens vont changer complètement d'activité économique et d'abord vont commencer à construire des villes. Ils construisent 6 grandes villes dans le Negev, dont Nitsana. Mais Nitsana a la caractéristique d'être construit sur une route stratégique, c'est-à-dire elle est établie à un carrefour stratégique majeur. Alors je vous renvoie à la vidéo sur Abraham où j'explique plus en détail le pourquoi de cette situation stratégique. Toujours est-il que Nitsana va devenir un des grands centres nabatéens jusqu'à la fin de l'époque byzantine et notamment sera un grand centre agricole puisque les Nabatéens vont développer l'agriculture dans le Negev de manière absolument extraordinaire. Après avoir parlé, il nous faut maintenant monter là-haut pour aller découvrir ce qui s'y passe et notamment découvrir une autre facette de la ville de Nitsana. Alors là on le remarque bien, mais la construction n'est pas du tout byzantine évidemment, et parce que c'est ottoman. On est ici dans un hôpital militaire germano-ottoman, puisque les Allemands étaient alliés aux Ottomans pendant la Première Guerre mondiale, et qui a été construit à partir de 1910-1912 à peu près, et qui n'a jamais servi. Alors, qu'est-ce qui fait que les Ottomans soient venus s'installer ici? Eh bien, à peu près les mêmes raisons que les Nabatéens, c'est-à-dire la situation stratégique. Encore une fois, comme je le répète, mais Nitsana est situé à un endroit extrêmement stratégique sur la route qui va depuis l'Égypte vers le pays de Canaan et bien au-delà, et également sur la route qui va de Eilat à Gaza. Alors on a vu que la principale activité économique des Nabatéens était l'agriculture. Alors justement on va voir maintenant une activité un petit peu annexe qui est une sorte d'industrie locale, on va dire plutôt d'artisanat local et qui est en lien directement avec l'agriculture. On va le voir dans un instant. Oh, on sent la fraîcheur. Alors, cette grotte, alors vous avez bien compris, donc c'est pas une grotte naturelle, c'est une grotte qui a été creusée par la main de l'homme et des Nabatéens. Alors la question c'est pourquoi avoir creusé cette grotte? Eh bien on va en parler. Alors tout à l'heure, quand on a été visiter donc Ramuka Nitsana, on a vu que le sol contient de la craie à ne plus savoir qu'en faire, parce que c'est un sol calcaire. Donc, eh bien, les Nabatéens se sont mis à creuser cette grotte pour justement extraire de la craie.
Alors pourquoi? Ce sont des spécialistes pour creuser dans la roche des citernes. Mais la roche n'est pas forcément, et parfois poreuse plutôt, et eh bien, il faut un système pour étanchéifier les parois. Or, la craie permet justement de le faire. Donc, les Nabatéens, recouvrent les murs des citernes d'au moins 5 cm de cette craie, peut-être avec un mélange, je ne connais pas, et ce qui fait que eh bien, l'eau peut être conservée comme ça à l'intérieur. Alors, on avait une première salle là-bas qu'on vient de traverser. Maintenant, on est rentré ici dans une deuxième salle. Vous voyez, on est sur un éboulis. Ça, c'était le plafond qui s'est cassé la figure au fil des siècles. Alors donc, on a la deuxième salle qui est ici. Et puis là, au-delà de l'éboulis, on a, moi ce que j'appelle une salle, hein, en fait, parce que c'est séparé aujourd'hui justement par ces pierres-là. Mais on a une troisième salle qui descend encore vers le bas. Bon, on va ressortir à présent. Voilà. On peut repartir. Alors, une fois que la civilisation nabatéenne a disparu au Xe siècle, donc au Xe siècle, Nitsana ferme ses portes, les derniers paysans faméliques disparaissent dans la nature, la région va rester abandonnée jusqu'au début du XXe siècle. Et en 1901, les Ottomans, qui sont là depuis presque 400 ans, décident de construire sur les ruines de Tel Nitsana un village qu'ils vont appeler Ojal Khafir. Alors, bien évidemment, les mobiles des Turcs ne sont pas du tout de développer ou l'agriculture ou de repeupler le désert, non, mais par contre d'installer une base avancée en vue d'attaquer le canal de Suez que contrôlent les Anglais. Alors, Ojal Khafir est construit et en 1915 et 1916, deux attaques sont lancées sur le canal de Suez qui échouent. Fin 1916, début 1917, les Anglais reprennent l'initiative et attaquent la Palestine. Les Ottomans vont donc abandonner tout le Negev pour se replier sur Jérusalem. Ceci dit, les Ottomans ont tout de même laissé un certain nombre d'infrastructures dans la région, et notamment une voie de chemin de fer venant de Beersheba jusqu'à Ezouz, et également une route qui serpente au milieu des wadis. Alors cette route a encore été utilisée par les fondateurs des différents villages de la région dans les années 80. C'était la seule route qui reliait, encore une fois, Beersheba au Pitrat Nitsana. Dans les années 90, une nouvelle route beaucoup plus praticable a été construite et cette fois-ci, on voyage beaucoup plus rapidement. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord d'aller voir cette fameuse voie de chemin de fer, enfin ce qu'il en reste, et puis également d'aller jeter un œil à cette fameuse route ottomane. Alors là, on rentre dans un des wagons qui a été réinstallé il y a simplement quelques années sur une partie de l'ancien tronçon de la voie de chemin de fer. Alors comme vous avez pu voir, évidemment tout ce qui est rail a disparu parce qu'évidemment le bois et la ferraille coûtent extrêmement cher, a beaucoup de valeur dans la région. Donc en fait il ne reste plus que le talus. Alors il faut avouer que pendant le trajet, les voyageurs bénéficiaient d'une sacrée belle vue quand même. Alors ils bénéficiaient peut-être d'une belle vue, mais pas forcément d'un service très rapide puisque le train devait s'arrêter tous les 10 km pour refaire le plein d'eau. Donc tous les 10 km, il y avait une tour d'eau comme celle-ci sur le trajet et le train devait s'arrêter pour remplir la locomotive.
Ah, évidemment, c'était pas le TGV, hein, mais pour l'époque, c'était déjà un progrès extraordinaire. Surtout en plein désert. Alors, ce tronçon de voie de chemin de fer qui va de Beersheva à Aizuz en passant par Nitzana au Djal Khafir, eh bien, aura fonctionné en fait très peu de temps puisque elle a été inaugurée en 1916 et en 1917, début 1917, eh bien, tous les ouvrages ferroviaires de la région du Negev étaient détruits par les commandos australiens pour empêcher les ravitaillements des lignes ottomanes. Donc, comme souvent, beaucoup de travail pour rien. Alors, pour être complet dans l'évocation de toutes ces routes qui sont passées par Nitzana, eh bien, il ne faut pas oublier celle-ci. Alors, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Nahal Lavan. C'est une rivière qui se remplit l'hiver avec les eaux de pluie. Et lors de la guerre de 1948, les Israéliens, pour contourner Nitzana, ne pas passer par la route principale, ont cherché une route annexe. Or, Yigal Yadin, qui était le chef d'état-major, en même temps historien et archéologue, a trouvé une ancienne route romaine qui passait justement dans ce Nahal. Et donc, les Israéliens ont fait Et donc, les Israéliens ont fait passer leurs colonnes de chars par ce wadi en plein hiver dans des conditions absolument incroyables pour attaquer Nitzana et qu'ils ont pris d'ailleurs. Donc maintenant, je pense que vous comprenez l'importance stratégique qu'offre le passage de cette route que la Bible appelle donc la route de Chour dans la région, que ce soit depuis l'époque antique, à l'époque nabatéenne, même à l'époque contemporaine, parce que les Israéliens aussi, pendant les différentes guerres israélo-arabes, ont utilisé cette même route lors des combats contre les armées ennemies. Abraham y est passé, Joseph, Jacob, les 12 explorateurs, je pourrais en citer beaucoup d'autres dans l'histoire biblique. Donc pour résumer, on a deux routes. On a la route de la côte, la route de la mer, qui était la plus utilisée, mais en même temps la plus surveillée. Et puis on a cette autre route, donc la route de Chour, qui évite les différents obstacles naturels que sont les dunes et les montagnes, qui passent par l'entonnoir de Nitzana et qui continuent ensuite sur Beersheva, Jérusalem, etc. Donc on a ces deux routes. Alors dans la Bible, les routes sont un symbole extrêmement important. Alors c'est une route, c'est un axe de communication qui permet le passage des idées, le passage du commerce, le passage éventuellement également des armées. Mais c'est un symbole extrêmement positif, c'est le symbole de la bénédiction. Et on voit que en lien avec la venue messianique, eh bien, la Bible nous décrit plusieurs de ces routes qui seront, inaugurées lors de la venue du Messie, encore une fois. Parmi ces routes, il y a celle d'Ésaïe 19 que vous connaissez. Alors c'est une prophétie assez extraordinaire. Alors maintenant, je vous donne mon avis personnel, ma théorie. Donc j'ai dit, il y a deux possibilités, soit la route de la mer, soit la route de Chour. Pourquoi je pense que ça ne sera pas la route de la mer? Eh bien tout simplement parce que si vous prenez une voiture et que vous partez d'Ashkelon jusqu'à Haïfa, vous verrez que c'est une conurbation quasiment continue d'un bout à l'autre de la côte. Et que évidemment pour une route internationale, c'est assez compliqué. Alors il reste évidemment cette route ici, cette route de Chour. Or ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le gouvernement israélien a construit une autoroute qui relie le nord au sud il y a quelques années. Or cette route a été décalée de 50 à 60 km à l'intérieur des terres. Ce qui est intéressant, c'est que les Ottomans avaient fait la même chose avec la ligne de chemin de fer, pas pour les mêmes raisons, parce que c'était pour éviter les canons de la marine anglaise. Mais en tout cas, on a cette route qui s'arrête à une centaine de kilomètres de Nitzana, mais qui doit être encore prolongée en direction de Nitzana. Or, je pense que la route qui part de la frontière et qui remonte jusqu'à Beersheva, eh bien, sera justement cette fameuse route d'Ésaïe 19, parce que, encore une fois, c'est la route qui se prête la mieux et de très loin à un trafic international.
que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir cette route en construction devant nos yeux. Cette route qui, à mon avis, encore une fois, est celle que décrit le texte d'Ésaïe 19. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc dans 15 jours pour la vidéo d'actualité de Nitzana.